Bonjour à tous et bienvenue dans Opening Bar, l'émission qui se met aux couleurs de la Grande-Bretagne le temps d'une chronique. Pourquoi l'Angleterre, vous allez me demander? C'est juste que j'avais très envie de boire un thé. Vous le savez peut-être pas, mais c'est illégal pour un barman de boire du thé, donc on a foutu un drapeau dans le fond et on fait le coup de la soirée à thème. Y a pas que le thé qui sont intéressants autrement, il y a aussi les films et la musique, donc on va faire d'une pierre trois coups. Allez, c'est parti. On va faire une petite mise en situation. Vous êtes sur le plateau d'une famille en or. De Chavannes vous dit Angleterre. Vous répondez Beatles. Et à juste titre, parce que c'était la top réponse. Et là, De Chavannes doit raquer les thunes. Traitez-moi de fanboy si vous voulez. Il est grand temps de parler du meilleur groupe du monde. Ladies and gentlemen, the Beatles! John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont tous les quatre originaires de Liverpool. Si le groupe existe depuis plusieurs années, c'est en 1962 qu'ils commencent à connaître le succès et que Ringo les rejoint à la batterie. Ce bon vieux Ringo. Quand un journaliste demande si Ringo est le meilleur batteur du monde, John Lennon répond qu'il n'est même pas le meilleur batteur des Beatles. Sans pression. Bref, les Beatles, c'est 10 ans d'activité seulement, de 60 à 70, 12 albums sortis, plus de 200 chansons, une société de production, des milliards d'albums vendus et un phénomène culturel majeur du XXe siècle. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime que dans les années 70, la chanson Yesterday était à tout moment diffusée quelque part dans le monde à la radio. Avec plus de 3000 reprises, c'est tout à fait possible. 3000 reprises. 3000 reprises. Mais ça pouvait pas durer. Les Beatles se séparent en 1970 et chacun continue sa carrière en solo. John Lennon est assassiné en 1980, George Harrison meurt en 2001 d'un cancer des poumons, quant aux deux autres, ils sont toujours en activité. Petite anecdote sur le nom du groupe pour vous la péter en soirée, il s'agirait d'une référence au film L'équipé sauvage avec Marlon Brando, dans lequel on entend parler du gang des Scarabées, Beatles en anglais. Et ça m'arrange bien pour introduire le lien étroit qui existe entre les Beatles et le 7e art. Pendant leur période d'activité, ils apparaissent dans pas moins de 5 longs métrages. 4 sont des fictions, dont un film d'animation que chaque enfant devrait avoir vu dans un monde idéal. À la place de notre monde imparfait, ils ont tous vu Cars. Enfin bref, le 5e film dans lequel les Beatles apparaissent, Let It Be, est un documentaire montrant l'enregistrement de l'album du même nom et les préparatifs du concert sur le toit alors que le groupe est sur le point de se séparer. Sinon, John Lennon a joué en solo dans un film de guerre en 1966 pour compenser l'arrêt des concerts. Et puis des films sur le groupe, il y en a eu un paquet, rappelez-vous juste de ne jamais regarder Backbeat, jamais. Backbeat, niet. Je vais me contenter de vous parler d'un seul, le premier et pas des moindres, Hard Day's Night, réalisé par Richard Lester en 1964. Si le titre vous est familier, c'est parce que c'est aussi le nom du 3e album des Beatles qui regroupe les musiques du film et quelques autres. En France, le film est sorti sous le titre de 4 garçons dans le vent, qui était le surnom qu'on leur attribuait à l'époque. Ça explique au moins une ligne de la chanson de Claude François cette année-là. Ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, vous pouvez retrouver tout ça sur Wikipédia, sauf ce qui concerne Backbeat, ça vient de mon expérience. C'est à vous faire pleurer des larmes de sang. Générique. Stop! Il est déjà temps de faire une remarque. Dans cette scène, George Harrison se boite pour de vrai. Si on fait attention, on peut voir le groupe de fans derrière ralentir pour éviter de le piétiner. Je ne sais pas s'ils auraient eu la même considération dans la réalité, toujours est-il que lorsque vous voyez John se marrer, c'est tout à fait naturel et spontané. George a déchiré son costume lors de la prise. Heureusement pour lui, un pantalon coûte moins cher que de la pellicule, il a donc eu droit à un nouveau pantalon mais la prise a été gardée telle quelle. Toujours est-il que le gag fonctionne et donne la banane au spectateur. Une scène aussi spontanée et rafraîchissante en ouverture, c'est la garantie que le spectateur va appréhender le film de bonne humeur. Est-ce que j'ai oublié de mentionner que le film est vraiment très drôle? On pourrait croire que je suis pas objectif parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'un produit dérivé sur les Beatles, mais le film est une pépite d'humour typiquement british. Si je ne me limitais pas à l'étude du générique, je vous montrerai la scène où John Lennon prend son bain qui me fait à chaque fois autant rire. Le film vaut vraiment le coup. Même les producteurs ne s'attendaient pas à ce qu'il en résulte un bon film. C'est pour ça que le budget s'élève seulement à 560 000 $. Pour vous donner un ordre d'idée, le film en a rapporté 6 millions. J'aime à croire que ce chiffre reflète les contrastes entre l'enjeu économique du film estimé à 560 000 $ et le réel potentiel artistique du film qui se chiffre en millions. C'est le parfait exemple d'un film qui s'affranchit des mauvaises raisons pour lesquelles il a été conçu afin de proposer un vrai divertissement de qualité aux spectateurs qui étaient, rappelons-le, une majorité d'adolescentes en crise prêtes à dilapider le peu d'argent qu'elles avaient pour leur groupe préféré. Sur ce sujet, je vous invite à regarder I Wanna Hold Your Hand de Robert Zemeckis qui essaie de retranscrire la folie du public pendant la Beatlemania.
Ceci étant dit, on peut reprendre. Là encore, c'est une autre force du film. On pourrait critiquer le fait qu'il ne s'agisse que d'un film à clip, mais ce serait nier l'effort du réalisateur pour insérer la narration au sein même des séquences musicales. C'est pour ça qu'il est étonnant de voir ce personnage à l'écran. Il n'est autre que le producteur des Beatles dans le film, librement inspiré de leur manager dans le civil, Brian Epstein. Le personnage n'est d'aucune utilité au clip musical, mais il est introduit pour son rôle dans le film. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que Paul McCartney n'est pas avec les autres Beatles dès le début. On appelle ça faire un doigt au fan system. Après 1 minute 30, on a déjà vu 3 fois ce personnage secondaire, il a eu droit à son gag et on n'a toujours pas la moindre trace de Paul McCartney. À la bonne heure! Allez, résumons. Pour ce qui concerne l'action, il s'agit des Beatles poursuivis par leurs fans à l'entrée d'une gare. Si l'action prend place dans une gare, c'est parce que l'intrigue du film peut se résumer en une phrase. Une journée type dans la vie des Beatles. Or, à cette période de leur carrière, les Beatles passent la majorité de leur temps en tournée. Le film est donc ancré dans une certaine réalité. D'ailleurs, le scénariste Alan Owen a élaboré le script du film grâce à ce qu'il a pu observer en les suivant dans leur tournée. Autrement dit, le film a été fait sur mesure pour les membres du groupe et ils jouent leur propre rôle adapté à leur caractère. C'est sûrement pour cette raison qu'ils apparaissent aussi naturels. Ce qui est proposé dans ce film, c'est une virée dans l'intimité du groupe et cet effet de réel accentue l'affection qu'éprouve le spectateur pour eux. Comprenez bien que pour les fans, ce film c'est du pain béni, mais moi qui essaie de démontrer qu'il n'est pas destiné qu'aux fans, je me dois d'aller plus loin. Quelle leçon retenir de ce film? Pour répondre à cette question, j'aimerais attirer votre attention sur la forme que prend le générique et faire un bref récapitulatif historique. Ce qu'il faut savoir sur les débuts du cinéma, c'est que la narration, c'est-à-dire le fait de raconter une histoire, c'est pas encore une évidence. Alors on s'amuse à voir un train arriver en gare ou à visiter des pays exotiques avec les frères Lumière, mais pour en arriver à la naissance d'une nation de Griffiths 20 ans plus tard, il a fallu apprendre sur le tas à maîtriser le médium. Alors je vous entends déjà me dire que Méliès racontait des histoires. Certes, mais Méliès était un homme de cabaret et sa mise en scène se limitait à filmer ce qu'il se passerait sur scène avec en prime des effets visuels. L'action se déroule sur un plateau face à une caméra comme posée à la place d'un spectateur. Pour les changements de décor, on coupe et le tour est joué. On dit qu'on change de tableau, ce qui s'apparente au théâtre à changer d'acte. Il faut se ramener à l'évidence, à cette époque le cinéma est encore muet. C'est donc d'autant plus difficile de raconter une histoire. Dans les foires, on fait appel au bonimenteur qui commande par-dessus les images. Autrement dit, si vous voyez le même film à Paris, à Nice ou à Lyon, vous voyez 3 spectacles différents. Il faut donc réfléchir à un moyen de lier entre les plans pour créer une cohérence visuelle. À l'époque, on ne parlait même pas encore de plans, c'est vous dire comme c'est vieux et pas évident. En 1905, un Britannique prolifique du nom de Lewin Fitzsimons tourne Sauvé par son chien, ou Rescued by Rover en version originale, car voilà, Fitzsimons est britannique. Le film raconte comment un chien sauve un bébé victime d'un kidnapping. Il s'agit donc de suivre l'animal sur toute la durée du trajet. Le montage est né dans ce court-métrage. Le film connaîtra un succès retentissant et le genre de la course-poursuite se diffusera assez largement. Ainsi, des principes élémentaires de mise en scène se mettent en place, comme par exemple le fait pour un personnage d'entrer dans le champ par le côté opposé de l'écran à celui par lequel il en est sorti. On peut dire que oui, c'est historique. Ouvrir Hard Day's Night sur une scène de course-poursuite n'est donc pas anodin. Même si le lien entre les deux œuvres n'est pas forcément volontaire, c'est un genre qui rappelle l'importance culturelle de la Grande-Bretagne. La démarche consiste donc à ériger les Beatles en précurseurs de la musique britannique, comme Fitzsimons l'a été pour le cinéma. La culture est une vitrine et estampiller les Beatles produits britanniques est important pour l'image du pays. C'est pour ça qu'ils sont faits membres de l'Ordre de l'Empire britannique en 1965. La manœuvre est politique. Et il est indéniable que les Beatles ont marqué le XXe siècle de leur musique. Leur passage au Ed Sullivan Show représente encore aujourd'hui la plus large audience télé hors retransmission sportive aux États-Unis, avec plus de 70 millions de téléspectateurs. Si vous voulez appréhender l'impact des Beatles sur la culture, je vous conseille ces 2 documentaires. Hard Day's Night est donc plus qu'un produit dérivé. Il s'agit d'un témoignage sur une période d'hystérie internationale qui caractérise un virage dans la considération de l'artiste, qui devient dès lors une idole. L'artiste prend une place nouvelle et envahit tous les plans de la création artistique, dont le cinéma. C'est ce qui vaudra à Lennon cette célèbre déclaration à la télévision américaine « Les Beatles sont plus populaires que Jésus ». Quote, Christianity will go. It will vanish and shrink. We're more popular than Jesus. Unquote. De cette déclaration émane un scandale qui pousse les Beatles à déserter le territoire américain. John Lennon s'excusera plus tard, mais il vient pourtant de mettre en lumière un problème nouveau, celui de la responsabilité de l'artiste sur son public.
Et ce n'est pas un hasard si en 1971, le premier concert humanitaire de l'histoire est organisé à Madison Square Garden par George Harrison, ancien membre des Beatles. Finalement, le film reflète ce que sont les Beatles, un produit marketing à succès qui se révèle très créatif et bourré de talent. Je vous invite à vous y plonger et si vous n'êtes pas déjà fan, ça ne saurait tarder. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, gardez la pêche. La pression pêche. I now declare this bridge open.